Bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation sur ce webinaire qui est consacré à la protection sociale des travailleurs indépendants en fonction du statut qu'ils ont choisi pour la création de votre entreprise. Je me présente, je suis Virginie Boileau, je suis référente à l'URSSAF Poitou-Charentes sur le site de la Vienne. Et je laisse Cécile se présenter et vous présenter les règles de ce webinaire. Bonjour et bienvenue à ce webinaire. Donc, je suis Cécile Richard, référente relations cotisants à l'URSSAF d'Angoulême. Aujourd'hui, ce webinaire va durer 1 heure. 45 minutes de présentation et 15 minutes de questions-réponses. Toutefois, pendant toute la durée de ce webinaire, vous allez pouvoir poser vos questions depuis le chat en prenant la parole. Fanny Gouin, notre homologue sur le site de Niort, se fera un plaisir d'y répondre. Donc, je vais vous demander également, pour une meilleure qualité de cette présentation, de garder vos micros et vidéos coupés durant tout le webinaire. Une information également importante, ce webinaire est enregistré, donc vous pourrez l'utiliser à nouveau en replay. Et je vous indique également qu'à la fin du webinaire, il y aura une enquête de satisfaction que je vous invite donc à compléter. Je redonne la parole à Virginie pour le sommaire. Merci Cécile. Alors, quelques petits mots avant que je vous présente effectivement le sommaire. Donc, lorsque vous allez créer votre propre entreprise, vous allez vous constituer votre propre protection sociale en payant des cotisations et des contributions à l'URSSAF, qui les reversera aux partenaires en moins de 5 heures afin que vous puissiez bénéficier des prestations auxquelles vous avez droit en fonction des montants des cotisations que vous aurez versées. Donc, tout ce mécanisme d'encaissement et de reversement, ça permet à l'URSSAF de garantir votre protection sociale dans un premier temps, mais aussi de garantir le modèle social français. Donc, quels vont être vos interlocuteurs? Donc, on va vous expliquer ça dans un premier temps. Et puis ensuite, on va vous expliquer les différents statuts qui existent dans notre société. Puis, on va vous expliquer quelles sont les formalités pour enregistrer votre entreprise. Et puis, dans un gros paragraphe, on va vous expliquer les différents régimes. Et puis, 3 cas, le cas d'un travailleur indépendant, le cas d'un assimilé salarié et le cas d'un auto-entrepreneur. Puis, une fois qu'on vous aura expliqué comment on paie les cotisations, on va vous expliquer aussi quelles sont les prestations, les différences qu'il peut y avoir entre un travailleur indépendant et un assimilé salarié. Puis Cécile vous expliquera les différents services en ligne auxquels vous allez pouvoir avoir accès quand vous allez créer votre entreprise. Et puis, dans un dernier temps, je vous expliquerai en quoi consiste l'action sociale des travailleurs indépendants. Je laisse la parole à Cécile qui va vous expliquer les différents statuts. Je voulais d'abord vous parler des interlocuteurs. C'est mieux. Donc, tout ce qui concerne les interlocuteurs, depuis le 1er janvier de l'année 2020, les travailleurs indépendants ont intégré le régime général, donc celui des salariés. Donc, vous allez avoir, quel que soit le statut de l'entreprise que vous allez choisir, 4 interlocuteurs. Donc, l'URSSAF, qui va se charger de l'encaissement, du recouvrement et puis de la distribution de vos cotisations sociales. La caisse primaire d'assurance maladie à travers son site Amélie qui va se charger de votre protection santé. La CARSAT, la caisse d'assurance retraite qui va se charger de votre protection retraite. Et puis pour la famille, les prestations famille, vous aurez la caisse d'allocation familiale. Cette fois, je laisse la parole à Cécile qui va vous expliquer quels sont les différents statuts juridiques que vous pouvez avoir à votre disposition pour créer votre entreprise. Merci Virginie. Donc, effectivement, un des premiers choix que vous allez devoir effectuer, c'est définir le statut juridique de votre entreprise.
Donc, plusieurs choix vont se présenter à vous. Vous allez déjà devoir déterminer si vous souhaitez exercer seul ou à plusieurs. Suivant le cas, vous serez soit non salarié, soit assimilé salarié. Donc, dans le cas des non salariés, donc deux possibilités comme je vous l'ai indiqué. Si vous exercez seul, on va retrouver l'entreprise individuelle. Dans l'entreprise individuelle, eh bien, vous pouvez exercer en qualité d'auto-entrepreneur, qui est un régime déclaratif qu'on abordera tout à l'heure, ou soit la possibilité également de créer une EIRL, une entreprise individuelle à responsabilité limitée. Donc, lors de l'inscription, la particularité, lors de l'inscription auprès du centre de formalité des entreprises, on vous propose d'affecter vos biens professionnels afin de protéger votre patrimoine privé. Toujours en étant seul, vous pouvez créer une EURL, une entreprise unique à responsabilité limitée. Et là, vous avez la qualité de gérant associé unique. Donc, de ce fait, vous détenez la totalité des parts de votre société. Ensuite, si vous souhaitez exercer à plusieurs, donc au moins à deux, donc ça va être dans le cadre d'une société à responsabilité limitée. Ce qu'on va retenir, c'est la qualité de gérant majoritaire. Donc, on va regarder la constitution des statuts et au vu de cette répartition, on va noter si vous êtes majoritaire ou pas. Et dans l'ensemble de ces cas, seul ou à plusieurs, vous serez considéré comme non salarié. Ensuite, on retrouve les assimilés salariés. Donc, en étant seul, on va retrouver les sociétés par action simplifiée unipersonnelles qui, de fait, vont être attachées aux assimilés salariés. On va retrouver le URL pour les gérants non associés rémunérés. Donc, ça peut être quelqu'un qui décide, il n'a pas le temps, il veut créer une entreprise et il va nommer un gérant qui va percevoir donc une rémunération. Donc, là également, il sera assimilé salarié. Ensuite, dernière partie, cette fois-ci à plusieurs, on retrouve les sociétés anonymes et les sociétés par action simplifiées. Là, le président ou le directeur de ces sociétés seront également assimilés salariés. Et pour finir, la SARL, pour être effectivement dans le cas d'une SARL où la gérance serait minoritaire ou égalitaire rémunérée, elle serait de fait assimilée salariée. Donc, vous voyez que dès le départ, votre choix va avoir un impact sur votre protection sociale, étant donné que soit vous serez rattaché aux non-salariés ou soit aux assimilés salariés. Je vous invite vivement à consulter le site www.mon-entreprise.fr. Il va y avoir une série de questions et au fur et à mesure, par un effet entonnoir, eh bien, vous allez vous rendre compte que c'est plus le statut peut-être d'une SARL qui convient à votre projet. Vous allez peut-être partir sur une idée et en fin de compte, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas ce statut-là juridique qui est adapté. Ensuite, une fois ce choix effectué, eh bien, vous allez pouvoir passer à l'étape suivante des formalités de l'enregistrement de votre entreprise pour qu'elle ait une existence légale. Donc, cette formalité, vous allez pouvoir, ces formalités administratives, sociales, fiscales, vous allez pouvoir les effectuer sur un même lieu et en un même document. Donc, en fonction de la nature de votre activité, vous allez pouvoir vous adresser soit à la Chambre de commerce, soit à la Chambre des métiers, soit au greffe du tribunal de commerce ou bien encore au centre de formalité des URSSAF pour tout ce qui est profession libérale. Concernant les auto-entrepreneurs, vous allez pouvoir effectuer votre déclaration de début d'activité sur le site www.autoentrepreneur.ursaf.fr qui est le site de référence des auto-entrepreneurs. Ces informations, eh bien, elles vont être transmises au centre des impôts, au greffe et à l'INSEE. Et c'est l'INSEE qui va être en charge de vous attribuer votre numéro SIRET. Dernière étape, ces informations vont être à nouveau transmises et cette fois-ci,
toujours en fonction de la nature de votre activité, soit à la Caisse nationale du barreau français, soit à la Caisse nationale des professions libérales, ensuite à la Caisse primaire de l'assurance maladie pour votre protection santé, et à l'URSSAF qui va pouvoir enfin procéder à votre immatriculation pour votre protection sociale personnelle. Donc voilà, choix juridique et ensuite protection, formalité pour enregistrement de votre entreprise. Je repasse la parole à Virginie pour vous présenter les différents statuts. Donc, comme Cécile vous l'a expliqué, couper un micro. Comme Cécile vous l'a expliqué, eh bien, il existe deux principaux régimes, le régime des travailleurs non salariés et le régime des assimilés salariés. Donc, dans un premier temps, je vais vous expliquer comment ça va se passer pour le calcul des cotisations pour un travailleur non salarié. Et ensuite, on va dérouler, vous verrez, assimilé salarié et un cas un peu particulier qui est le cas de l'auto-entrepreneur. Donc, comment ça va se passer pour un travailleur non salarié? Eh bien, les cotisations, elles vont être appelées de manière différente en fonction du régime fiscal que vous aurez choisi. Donc, si vous avez choisi le régime fiscal réel, donc l'impôt sur le revenu, eh bien, vos cotisations sociales vont être calculées sur le bénéfice net. Qu'est-ce que le bénéfice net? Eh bien, c'est le chiffre d'affaires, donc les recettes de votre entreprise, auxquelles on aura soustrait les charges, les frais d'exploitation et les cotisations sociales. Deuxième choix qui s'offre à vous, eh bien, c'est ce qu'on appelle l'impôt sur les sociétés. Eh bien là, les cotisations ne vont pas être calculées sur la richesse de la société, le bénéfice net, mais uniquement sur les rémunérations nettes du gérant, c'est-à-dire ce que la société vous aura versé et non pas sur l'intégralité de sa richesse. Donc, on est d'accord, les cotisations, c'est ou le bénéfice ou les rémunérations. En tant que créateur d'entreprise, vous allez pouvoir bénéficier de manière automatique d'une réduction de cotisation sociale, d'une exonération, qu'on appelle l'exonération ACRE, donc qui va être totale si votre revenu, donc votre bénéfice ou vos rémunérations, est inférieure à 30 852 €. Elle sera dégressive si votre revenu est compris entre 30 852 et le plafond de sécurité sociale, c'est-à-dire 41 136 €. Et elle sera supprimée si votre revenu est supérieur à 41 136 €. Pour bénéficier de cette exonération ACRE, il y a quand même une condition, c'est-à-dire qu'il ne faut pas en avoir bénéficié dans les 3 années qui précèdent la création de votre entreprise et que ce soit vraiment une création, c'est-à-dire qu'il y ait au moins un délai d'une année civile entre la cessation de votre activité et la reprise de cette nouvelle entreprise. Donc, vous allez pouvoir bénéficier d'une exonération de charges sociales sur les cotisations de sécurité sociale, c'est-à-dire les cotisations d'assurance maladie, d'invalidité, retraite et allocation familiale, que vous soyez travailleur non salarié ou assimilé salarié. Par contre, vous n'aurez pas d'exonération sur la retraite complémentaire, la CSG-CRDS, la formation professionnelle. Si vous êtes non salarié, vous ne bénéficierez pas non plus d'une exonération sur la cotisation accident du travail, la contribution solidarité autonomie, sur la prévoyance, ainsi que sur le Fonds national d'allocation logement. Comment vont être calculés, sur quelle base, on a vu le montant, mais sur quelle assiette? Eh bien, tant que les services fiscaux ne nous auront pas transmis vos revenus, eh bien, vos cotisations vont être calculées sur une base forfaitaire. Donc, première année, avec l'ACRE, eh bien, le montant de vos cotisations va varier selon que vous soyez artisan, commerçant ou professionnels libéraux non réglementés.
donc pour un montant qui est de 1 408 € ou 1 424 € en fonction de votre activité. En début de deuxième année, eh bien, elles seront toujours calculées sur ce forfait tant que les services fiscaux ne nous auront pas transmis vos revenus définitifs. À partir donc du milieu de la deuxième année, on va considérer que vous êtes en régime de croisière. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous nous déclarez vos revenus, vous allez recevoir un nouvel appel de cotisation. Comprenant la régularisation de vos cotisations de l'année précédente, le rattrapage de cotisations, hein, l'ajustement de vos cotisations de l'année N, ainsi qu'un prévisionnel, un montant provisoire pour l'année N plus 1. D'accord? Donc, toujours, effectivement, au cours de l'année, eh bien, je vais avoir des premières cotisations calculées à titre provisionnel. Viendront s'ajouter ensuite la régularisation de mes cotisations de l'année précédente et j'aurai une perspective sur le montant de mes cotisations à venir. Vous avez aussi la possibilité à tout moment, via votre espace personnel, vraiment sur votre espace personnel ursaf.fr, eh bien de moduler vos cotisations, c'est-à-dire de les adapter à la hausse ou à la baisse, à la réalité de l'activité. Donc, on a vu l'assiette, on a vu la nature des cotisations, maintenant le pourcentage. Eh bien, celui-ci, alors je ne vais pas vous détailler dans le détail le pourcentage, vous le retrouverez sur le replay. On s'accorde à dire que le taux de cotisation est d'environ 50%. Non pas que je ne connaisse pas le montant du pourcentage exact, mais c'est que celui-ci va varier en fonction du revenu que vous avez. Notamment les cotisations d'allocation familiale et maladie maternité, eh bien, ont des taux variables en fonction du revenu que vous avez. Comment va se passer maintenant le paiement de vos cotisations? Eh bien, sur votre espace personnel, ursaf.fr, eh bien, vous avez la possibilité de choisir le mode de paiement que vous souhaitez. Si vous souhaitez payer mensuellement, celui-ci se fera par prélèvement automatique, le 5, ou si vous le souhaitez, le 20 de chaque mois. Vous avez aussi la possibilité de choisir trimestriellement le paiement de vos cotisations au 5 février, 5 mai, 5 août, 5 novembre, soit par prélèvement automatique, télépaiement ou carte bancaire. Je vais passer la parole à Cécile qui maintenant va vous expliquer le statut des assimilés salariés. Donc, comme elle vous l'a expliqué tout à l'heure, si vous êtes gérant égalitaire minoritaire ou président ou directeur de SASU, de SAS ou de SA. Merci Virginie. Donc, on vient de voir effectivement le principe du calcul des cotisations pour un travailleur non salarié. Donc, maintenant, on va aborder le taux de cotisation des assimilés salariés. Donc, les charges sociales pour un assimilé salarié, ça va représenter 80% de son salaire net. Le deuxième principe, eh bien, si vous ne prenez pas de salaire, il n'y a pas de cotisation, mais il n'y a pas de prestation sociale, de couverture sociale d'ouvert. Donc, il faut savoir qu'en tant que mandataire social, vous allez être considéré comme un cadre. Et il y a des cotisations complémentaires comme la retraite complémentaire, cadre, prévoyance. Et en fonction de la convention collective, il peut y avoir des différences. Et une mutuelle doit être mise en place dans l'entreprise. Ensuite, le calcul, les modalités de déclaration et de paiement pour les assimilés salariés, eh bien, ça s'effectue sur la DSN, la déclaration sociale nominative, qui est un logiciel de paie. Donc, ça remplace la majorité des déclarations sociales auprès des organismes de protection sociale et ça s'effectue mensuellement en ligne. Elle peut être effectuée par un tiers déclarant. Donc, le tiers déclarant, le plus souvent, eh bien, ça va être le comptable qui va effectuer cette déclaration. Ou soit aussi par le titre emploi service entreprise qu'on appelle le TES, qui est une offre de simplification et qui est gérée par les URSSAF. Je vais vous en dire un petit peu plus sur la diapo suivante, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fonction du choix de déclaration,
vous allez pouvoir payer soit par télépaiement ou soit par prélèvement automatique vos cotisations et contributions sociales. Donc, le titre emploi-service entreprise, eh bien, ça s'adresse aux entreprises de métropole et d'outre-mer, aussi bien donc pour les cotisations régime général et agricole, pour la majorité des secteurs d'activité, quelle que soit la nature du travail, du contrat de travail et le temps de travail. Donc, le Centre national du test propose d'établir les bulletins de salaire, le calcul des cotisations. C'est eux qui s'en chargent. Les déclarations d'embauche et de cotisations sociales obligatoires, URSSAF, assurance chômage, retraite complémentaire, prévoyance mutuelle santé, donc sont simplifiées. Donc, toutes ces informations, vous allez les retrouver donc, sur www.letest.ursaf.fr. Le grand principe à retenir, c'est que vous adhérez aux thèses, c'est une adhésion gratuite. Il se propose donc de faire les bulletins de paie et les cotisations à régler et vous avez juste donc à adhérer à ce service. Donc les coordonnées, donc www.letest.ursaf.fr et les coordonnées téléphoniques que vous voyez apparaître directement, donc 0806 123 873. Donc, sur cette diapositive, donc, un comparatif des charges donc, pour une rémunération identique. Donc, pour une rémunération identique de 30 000 €, eh bien, pour un artisan, pour un commerçant, eh bien, ça va coûter pour l'entreprise 43 971 € à l'année. Et pour un assimilé salarié, toujours pour une rémunération identique de 30 000 €, le coût pour l'entreprise sera de 53 831 €. Donc voilà, vous pouvez constater la différence en sachant qu'il y a un petit peu plus de cotisation pour les assimilés salariés. Donc toujours, je vous invite vraiment à consulter également ce site, toujours sur www.mon-entreprise.fr où là, vous allez pouvoir faire des simulations. Maintenant, on va aborder le statut de l'auto-entreprise. Donc, le statut de l'auto-entreprise, c'est un statut tout d'abord déclaratif. C'est vraiment ce qu'il faut retenir. Ça reste une entreprise individuelle qui va être obligatoirement sous le régime fiscal de la micro-entreprise. Donc, on va raisonner vraiment en chiffre d'affaires. Dans les cas précédents, travailleurs non salariés, assimilés salariés, on raisonnait en revenus. Là, on va raisonner pour l'auto-entreprise en chiffre d'affaires. Donc, les premières conditions, c'est de respecter certains seuils. Donc, pour une activité de vente de marchandises, il ne faudra pas dépasser un chiffre d'affaires de 176 200. Pour une activité de prestation de service, il faudra ne pas dépasser 72 600 € de chiffre d'affaires, donc pour toute la partie sociale. Ce qu'il faut savoir également, si vous commencez en cours d'année, votre chiffre d'affaires pour la première année sera proratisé. Donc faites bien attention à ça, étant donné que vous êtes limité. Vous êtes en franchise de TVA, ce qui veut dire que vous ne facturez pas la TVA, vous ne récupérez pas la TVA. Par contre, là, ça va être au niveau fiscal jusqu'à un certain montant. Tout à l'heure, on a vu les montants à ne pas dépasser pour la partie sociale. Là, c'est sur la partie fiscale. Donc, vous allez rester en franchise de TVA jusqu'à 94 300 pour une activité de vente et 36 500 pour une activité de prestation de service. Si vous dépassez ces montants-là, il faudra vous rapprocher du centre des impôts pour modifier ou changer de régime fiscal. En tant qu'auto-entrepreneur, vous ne pouvez déduire aucun frais. Ensuite, on va retrouver l'étape de l'immatriculation qu'on a vu tout à l'heure. Donc, une immatriculation obligatoire, donc en fonction toujours de la nature de l'activité. Donc, pour les commerces au registre du commerce, pour les artisans au registre des métiers.
Donc, vos déclarations simplifiées et le site de référence, ça va être directement sur www.autoentrepreneur.ursaf.fr. Certaines conditions d'exercice, sur certaines activités, on va demander une qualification professionnelle ou soit des années d'expérience. Également, une assurance professionnelle obligatoire en fonction de l'activité exercée. Donc, ça va être assurance décennale ou responsabilité civile professionnelle et responsabilité civile professionnelle. Donc, bien sûr, on vous invite à contacter votre assurance. Ensuite, il est conseillé, très vivement conseillé, d'ouvrir un compte bancaire dédié à votre activité de travailleur indépendant, séparé de votre compte bancaire personnel. Alors effectivement, on vous dit, ça n'est pas obligatoire, ça devient obligatoire à partir du moment où votre chiffre d'affaires va être supérieur à 10 000 euros 2 années consécutives, 2 années civiles consécutives. Moi, je pense qu'effectivement, dès le départ, vous ouvrez un compte bancaire personnel, ça n'est pas un compte professionnel, mais un compte personnel, mais séparé de votre compte à votre vie, où il va avoir d'autres rentrées d'argent, que ça soit bien séparé pour une meilleure gestion, pour une meilleure clarté. Vraiment, je vous invite à ouvrir ce compte bancaire dédié à l'activité. Ensuite, depuis le 1er janvier 2016, vous avez l'obligation, si vous avez des clients particuliers, de relever d'un dispositif de médiation, donc afin de permettre à vos clients d'y accéder gratuitement en cas de litige. Donc, vous devez adhérer auprès d'une fédération afin d'avoir un médiateur de la consommation, donc en cas de litige que vous n'arrivez pas à régler à l'amiable. Donc, effectivement, dans ce cas-là, vous passez par l'intermédiaire de ce médiateur afin de régler le litige et d'éviter de passer à l'étape suivante auprès du tribunal. Donc, comment ça se passe quand on est auto-entreprise? Eh bien, ça va être tous les mois ou tous les trimestres, en fonction de la périodicité que vous aurez choisie, de payer vos charges sociales en appliquant un taux sur le chiffre d'affaires réalisé et encaissé. Vous allez cotiser pour la même protection sociale, donc ça va de l'assurance maladie, maternité et indemnité journalière, aux allocations familiales, retraite de base, les contributions CSG, CRDS, et à cela, il va falloir rajouter la formation professionnelle, donc qui va être soit de 0,10% pour les commerçants et les professions libérales non réglementées, ou 0,30% pour les artisans et 0,20 pour les professions libérales réglementées. Donc, ensuite, vous avez la possibilité, donc le législateur a proposé donc, de payer son impôt en plus de sa protection sociale, donc l'impôt directement lié à son activité de travailleur indépendant, donc un paiement de l'impôt à titre définitif en rajoutant un taux supplémentaire. Par contre, il faut remplir une condition, c'est avoir un revenu fiscal n'excédant pas 27 794 € par part de quotient familial en 2019. Donc, avant de faire ce choix, qui vous sera demandé au moment de l'enregistrement de votre entreprise, je vous invite à faire des simulations sur www.service-public.fr. En sachant que cette option, elle n'est pas figée dans le temps. Vous pouvez demander à y opter une année et l'année suivante à demander à y renoncer. Concernant la cotisation foncière des entreprises, vous en êtes exonéré la première année et la deuxième année, vous en serez exonéré si votre revenu n'excède pas 5 000 € l'année précédente. Donc, voilà. Donc, les préconisations, c'est vraiment, voilà, option versement libératoire, vous prenez contact auprès des impôts et la cotisation foncière des entreprises exonérée la première année. Concernant l'exonération
ACRE. Donc là, la différence, il va falloir formuler une demande. Tout à l'heure, Virginie vous a indiqué, pour les travailleurs indépendants qui sont sous forme, donc en entreprise individuelle ou en société, c'est automatique. Là, lorsqu'on est en auto-entreprise, il faut remplir un formulaire que vous allez retrouver en ligne, toujours sur le site de référence auto-entrepreneur, et remplir une des conditions listées sur la diapositive et que vous retrouvez également sur le site. La condition qu'on va retrouver assez souvent, c'est demandeur d'emploi indemnisé ou indemnisable, ou soit demandeur d'emploi non indemnisé. Donc, vous remplissez le formulaire et vous nous joignez avec le justificatif correspondant à votre condition d'éligibilité. Très bien, vous remplissez ces deux conditions. Par contre, on va retrouver les deux motifs de refus qui peuvent être, même si vous remplissez les conditions d'éligibilité, si vous avez bénéficié toujours de cette aide dans les 3 ans précédant votre début d'activité, ou soit si vous êtes en reprise d'une activité similaire, eh bien, il y aura un refus de cette exonération ACRE. Donc, l'ACRE, là, elle va s'appliquer, en fin de compte, vous allez avoir une minoration du taux, une minoration de 50%. Vous allez bénéficier de cette exonération jusqu'à la fin du 3e trimestre suivant la date de début d'activité. Donc, un exemple, quelqu'un qui débute au 15 janvier, il aura l'application du taux réduit jusqu'à la fin de l'année. Donc, pour une activité de vente de marchandises, il y aura un taux de 6,40%. Pour une activité de prestation de services, 11%. Pour une activité de profession libérale relevant de la CIPAV, 12,10%. Et pour une activité de location de meubles et tourisme classé, 3%. Et à cela, il faudra rajouter la formation professionnelle correspondant à la nature de votre activité. Ensuite, à l'issue de l'exonération ACRE, on va retrouver le taux complet, donc qui va être pour une activité de vente de marchandises de 12,8%, prestation de services 22%, nouveauté pour les professions libérales relevant de la CIPAV, eh bien, depuis le 1er juillet 2021, le taux est passé à 22,20%, étant donné que les professions libérales cotisent pour les indemnités journalières depuis cette date. Et location de meublé tourisme, 6%. Donc, vous voyez la colonne versement libératoire de l'impôt sur le revenu. Donc, quelqu'un qui aurait opté pour le versement libératoire, qui serait en prestation de service, eh bien, son taux serait de 23,70%, plus la formation à rajouter. Donc, comment ça se passe pour déclarer votre chiffre d'affaires et le paiement? Eh bien, il faut savoir que quel que soit le montant de chiffre d'affaires, que vous ayez réalisé ou pas un chiffre d'affaires pour la période concernée, vous allez devoir effectuer votre déclaration directement en ligne, soit mensuellement ou sur option trimestriellement. Je vous conseille, pour ceux qui sont prestataires d'allocation du Pôle emploi, d'opter pour la déclaration mensuelle, étant donné que le Pôle emploi va vous demander de justifier de votre revenu tous les mois. Vos premières déclarations seront attendues après un délai de 90 jours plus le mois en cours. C'est ce qu'on appelle la période d'exigibilité. Toutefois, vous y aurez quand même accès. Vous pourrez quand même les déclarer dès que votre dossier sera immatriculé, mais votre date d'exigibilité, elle sera toujours fixée à 90 jours plus le mois en cours. Ensuite, eh bien, toutes ces formalités de déclaration, vous les effectuez donc gratuitement avec un calcul automatique des charges sur le site autoentrepreneur.ursaf.fr ou directement sur l'application mobile Auto-entrepreneur. Je repasse la parole à Virginie pour la protection sociale. Merci Cécile. Donc on a vu effectivement bien le calcul des cotisations sociales. Eh bien, ça donne droit à une protection sociale. Et je vais vous expliquer les différences qu'il peut y avoir entre le statut de travailleur indépendant
et le statut d'assimilé salarié. Donc, comme je vous l'ai dit en introduction, l'interlocuteur en ce qui concerne l'assurance maladie, eh bien, ça va être la caisse primaire qui va prendre en charge l'intégralité de votre protection sociale à travers le site amélie.fr. Donc, comme vous le disiez tout à l'heure, Cécile, eh bien, depuis le 1er juillet de l'année 2021, les professionnels libéraux relevant de la caisse primaire d'assurance maladie ont eux aussi le droit de bénéficier d'indemnités journalières. C'est une nouveauté qui augmente leur protection sociale. Donc, qu'en est-il des remboursements, des consultations chez le médecin, des médicaments, des prises de sang? Eh bien, elle est identique, quel que soit le statut que l'on ait, travailleur non salarié ou salarié, et quels que soient les revenus. Ce qui va changer, par contre, c'est ce qu'on appelle les prestations en espèces, c'est-à-dire les indemnités journalières. Eh bien là, elles vont être calculées différemment selon que vous soyez travailleur non salarié ou assimilé salarié. Les indemnités journalières des travailleurs indépendants, eh bien, elles vont être calculées sur le revenu journalier moyen des 3 dernières années. Puisqu'on le sait, un revenu de travailleur indépendant n'est pas linéaire, il est fluctuant. Et de manière à gommer et de ne pas désavantager les travailleurs indépendants, eh bien, on va faire une moyenne de ces 3 ans. Les travailleurs, les femmes, chefs d'entreprise, vont pouvoir bénéficier d'allocations forfaitaires de repos maternel, auxquelles viendra s'ajouter les indemnités journalières d'interruption d'activité. Donc, c'est soumis à conditions de ressources et à durée d'affiliation. Les pères chefs d'entreprise, eux aussi, pourront bénéficier du congé paternité. Là aussi, il est calculé sur le revenu journalier des 3 dernières années. Pour les travailleurs, les chefs d'entreprise assimilés salariés, là c'est différent. Eh bien, les indemnités journalières, elles sont calculées sur le revenu journalier moyen des 3 derniers mois. Pour les femmes chefs d'entreprise, elles vont pouvoir bénéficier de l'indemnité journalière d'interruption d'activité sous certaines conditions, durée d'affiliation et conditions de ressources minimales. Par contre, elles ne pourront pas bénéficier de l'allocation forfaitaire de repos maternel, qui est vraiment une indemnité typique aux travailleurs non salariés. Les assimilés salariés vont pouvoir bénéficier de prestations accidents du travail, puisqu'on l'a vu, ces cotisations font partie à titre obligatoire des cotisations des assimilés salariés, ce qui n'est pas le cas des travailleurs indépendants. Néanmoins, un travailleur indépendant sera quand même pris en charge pour les indemnités journalières, mais il y aura quand même une perte de revenus, sauf s'il a décidé de cotiser à titre volontaire à la caisse primaire d'assurance maladie pour se préserver du risque accident du travail et maladie professionnelle. Il peut aussi, dans le cadre de la loi Madelin, se retourner vers un assureur privé pour bénéficier d'indemnisations complémentaires. Qu'en est-il de la retraite? La santé, la retraite, qu'on soit travailleur indépendant, donc salarié ou assimilé salarié, on cotise à la CARSAT et les règles de calcul et les droits sont identiques pour la retraite. Et ce, depuis 1973, c'est ce qu'on appelle les régimes alignés. Donc la retraite, c'est la moitié du revenu moyen des 25 meilleures années. Je vous conseille d'ailleurs d'aller jeter un œil sur le site L'Assurance Retraite pour connaître, pour avoir une idée de votre relevé de carrière et éventuellement faire des simulations sur votre retraite. Ce qui va changer, c'est la retraite complémentaire obligatoire. En tant qu'assimilé salarié, on va cotiser au régime ARCO-AGIRC. Donc chaque année, on va acquérir des points et en partant à la retraite, le nombre de points multiplié par la valeur du point donnera le montant de votre retraite complémentaire. Pour les travailleurs indépendants, c'est un régime particulier qui est géré par le Comité de protection sociale des travailleurs indépendants, CPSTI. Je vous en reparlerai tout à l'heure dans le cadre de l'action sociale. C'est un régime autonome qui est lié à l'histoire de la protection sociale des travailleurs indépendants, commerçants, artisans et professionnels libéraux non réglementés. Donc là aussi, chaque année, vous allez acquérir un nombre de points
Et à la retraite, eh bien, votre montant de retraite complémentaire sera calculé en fonction du nombre de points que vous avez acquis et à la valeur du point. Bon, alors, c'est pas très, très gai, mais savoir qu'effectivement, les travailleurs indépendants non salariés et salariés ont la même protection sociale en ce qui concerne l'invalidité et le décès, puisqu'en fonction de votre taux d'invalidité, vous aurez un pourcentage du revenu médian des 10 meilleures années de votre activité. Les assimilés salariés, eh bien, à titre obligatoire, on l'a vu, Cécile vous l'a expliqué, en tant que mandataires sociaux, vous avez l'obligation de cotiser à un régime de prévoyance obligatoire. Contrairement aux assimilés salariés, pour les travailleurs indépendants, ce n'est pas obligatoire. Et là aussi, vous avez la possibilité eh bien, de vous retourner vers un assureur ou une mutuelle dans le cadre de ce qu'on appelle des produits type loi Madelin. En ce qui concerne la mise en place de retraites complémentaires facultatives, eh bien, au sein de votre entreprise, de votre société, vous pouvez là aussi mettre en place auprès d'un organisme privé un plan PER. Je vous laisserai prendre plus d'informations sur le site www.economie.gouv.fr. Donc, dernière partie, effectivement, eh bien, un travailleur indépendant ou un assimilé salarié, eh bien, va pouvoir bénéficier des allocations versées par la CAF, qu'importe son statut, puisque ces allocations sont soumises à situation de famille et à situation de revenus. Pour la formation professionnelle, eh bien là aussi, il va y avoir encore des distinguos entre les assimilés salariés et les travailleurs non salariés. Et c'est lié toujours à la fameuse histoire de la protection sociale des travailleurs indépendants. Donc, en fonction de votre activité, eh bien, vous allez dépendre d'un centre de formation. Donc, si vous êtes commerçant, vous allez dépendre de la GFIS. Si vous êtes artisan, vous allez dépendre du FAF CEA. Si vous êtes profession libérale, vous allez dépendre du FIF PL. En tant que travailleur salarié, assimilé salarié, eh bien, les cotisations que vous allez verser vont alimenter votre compte personnel de formation. Qu'on soit assimilé salarié ou non salarié, on ne cotise pas aux cotisations chômage, cotisations UNEDIC. Néanmoins, sous certaines conditions très restrictives, les travailleurs indépendants peuvent bénéficier de ce qu'on appelle l'allocation de travailleurs indépendants versée par Pôle emploi sous des conditions, comme je vous le disais, très restrictives. Je passe la parole à Cécile qui va vous présenter en quelques mots les services en ligne mis en place par l'URSSAF. Alors, effectivement, les services en ligne. Donc, on retrouve les deux sites principaux, auto-entrepreneur.ursaf.fr, donc dédié pour les auto-entrepreneurs, et www.ursaf.fr. Donc, dès à présent, je vous invite à consulter ces deux sites qui sont riches d'informations. Vous allez retrouver toutes les données. Et ensuite, une fois que vous aurez enregistré votre entreprise et qu'on aura procédé à votre immatriculation, eh bien, sur www.ursaf.fr, ça va vous permettre d'avoir accès à vos versements de cotisations sociales, au paiement en ligne, à la déclaration d'une estimation de revenus ou la modulation de revenus, comme Virginie vous en a parlé tout à l'heure, la possibilité d'adapter les cotisations en fonction du revenu que vous prévoyez d'avoir. Demandez un délai de paiement si vous rencontrez des difficultés, téléchargez des attestations. Suivant les professions, on va vous demander des attestations comme quoi vous êtes à jour, ce qu'on appelle les attestations de vigilance, tous les 3 mois. Et ensuite, l'échange avec votre URSSAF. Donc, l'échange avec votre URSSAF, c'est soit demander un rendez-vous, soit nous adresser un mail. Ensuite, l'expert comptable, effectivement, a besoin d'avoir un accès concernant surtout vos cotisations et vos paiements au moment où il va établir donc votre bilan. Donc, par contre, lui, il va falloir qu'il crée un compte en qualité de tiers déclarant pour accéder donc à ces services au niveau de vos cotisations. Donc, vous, en tant que créateur d'entreprise, vous créez votre compte à titre personnel et lui crée un compte en qualité de tiers déclarant.
L'accompagnement, donc plusieurs mesures sont mises en place au sein de l'URSSAF. Donc, premièrement, l'accompagnement personnalisé par un pôle dédié qui se nomme Propulse. Donc, des agents de l'URSSAF proposent un accompagnement gratuit pendant une durée d'environ 1 an, donc qui va se dérouler dans un premier temps par un entretien donc téléphonique ou physique, où on va faire le point sur votre début d'activité, qu'est-ce qui est bien vérifié, aussi bien administratif que comptable. Et ensuite, on vous laisse la main pour nous contacter en cas de besoin par un mail avec un accès privé, un accès où là, vous aurez une réponse donc en moins de 48 heures. Ensuite, il y a également une création d'accueil commun où vous allez retrouver en un même lieu la CARSAT, la CPM et la CAF. Donc, pour effectuer vos, on va dire, si vous avez besoin de faire vos formalités, de voir retrouver tous ces organismes. Ensuite, l'accompagnement des entreprises en difficulté par le service de l'action sociale que va vous présenter donc Virginie. Je vais vous présenter brièvement l'action sociale, hein, puisque voilà, on arrive bientôt au terme. On a été très bavarde avec Cécile. Donc effectivement, hein, si vous avez des difficultés, il faut savoir que le comité de protection de sécurité sociale des travailleurs indépendants peut vous aider. Eh bien, si vous avez à un moment besoin d'aide, hein, que ce soit dans votre activité professionnelle, suite à, comme on peut le vivre hein, depuis cette crise sanitaire, ou bien lié à des problèmes de santé, ou des difficultés suite à votre passage ou votre future prise de retraite. L'action sociale, donc, elle peut être aussi faite par l'assurance maladie. Hein. Effectivement, si vous avez besoin à un moment eh bien, d'adapter votre logement, votre entreprise, votre moyen de travail suite à une perte de mobilité. Ou éventuellement, si par l'assurance retraite, hein, justement dans le cas précis du départ à la retraite, ou si vous vous retrouvez en situation de rupture financière ou sociale. Eh bien, on va vous souhaiter une belle réussite, une belle création d'entreprise. Je joins Virginie pour vous souhaiter bonne continuation et puis surtout, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà, on reste là pour vous apporter voilà, des conseils tout au long de la vie de votre entreprise.